Bonjour à tous, bienvenue sur Alpubèche TV. Aujourd'hui nous sommes à Embrun, plus précisément au plan d'eau d'Embrun, pour rencontrer un artiste que j'adore et d'ailleurs je prends beaucoup de conseils sur ce qu'il fait sur internet. C'est le Marseillais Greg Empêche-moi qui nous a fait vraiment l'honneur et la gentillesse de nous recevoir avant un spectacle ici à Embrun. Alors, c'est le moment de découvrir cet humoriste qui a, on va dire, une évolution de carrière assez particulière. On va le retrouver et il va nous raconter un peu toute, on va dire, pas toute sa vie, mais comment il est arrivé à devenir humoriste. Salut à toi Greg. Regarde pas les questions parce qu'il y a des petites surprises. Comment tu vas? Ça va tranquille et toi? Ça va très bien. Alors avant de commencer l'interview, je voulais savoir, 100% marseillais? Oui. Né à Marseille, maman est née à Marseille, mon père non, mon père il est né à La Tronche, en Isère. Mais bon, moi je suis né à Marseille, donc à partir de là, 100% marseillais. Pas d'ADN parisien? Voilà. On peut dire des gros mots ou pas? C'est la magie d'internet, tu sais très bien qu'on peut dire ce qu'on veut sur internet. C'est où ils sont les ADN parisiens. Dans ton cul, voilà, ça. Voilà, c'est bon. Allez, donc on va attaquer cette interview, c'est bon, il a passé on va dire l'examen pour débuter. Alors ça me fait très plaisir de te recevoir. Tu es un artiste que j'apprécie parce que j'aime bien ta manière de faire. Tu dis, on peut dire des gros mots, mais c'est jamais vulgaire. Et j'aime bien aussi ta relation avec internet, mais on va en parler. Alors, Greg, déjà, Marseille et l'OM. C'est plus qu'une histoire d'amour, non? Oui, ben c'est... Comment dire, c'est une logique en fait, tu réfléchis même pas autrement quand tu es Marseillais, alors à moins de ne vraiment pas aimer le foot, il y a aussi des gens à Marseille qui n'aiment pas le foot, mais même ceux qui n'aiment pas le foot connaissent les résultats de Marseille, savent ce que fait Marseille, c'est dans la culture, voilà, ça fait partie de la culture, et qu'en plus moi, je veux dire, c'est mon sport le foot, j'estime que chacun a un sport dans lequel il est bon, moi je pense en tout cas que là où je suis le meilleur c'est le foot, j'ai fait ça depuis que j'ai 4 ans, je faisais l'école de foot et tout, et c'est vrai que voilà, Marseille et l'OM, l'un ne va pas sans l'autre. Donc effectivement un connaisseur de ballon, en plus tu es aussi tu es chroniqueur à la radio. La deuxième question c'était est-ce que tu es vraiment un vrai connaisseur de ballon, mais tu viens d'y répondre. Tu as joué au foot étant jeune alors? Oui, je joue encore, je régale encore quelquefois le lundi soir en loisir, attention, hein, c'est plus les matchs d'avant, mais non, mais j'ai une bonne patte gauche, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de moi aussi jouer au vélodrome, même les rappeurs, les chanteurs, les intermittents ils vont au vélodrome, j'espère que moi aussi un jour j'aurai mon cadre de gloire, dans pas trop longtemps quand même, parce que je suis sur la fin, 37 ans, je suis sur la fin quand même. Alors, Greg, pour moi, tu es le premier humoriste 2.0 de France. C'est-à-dire que je trouve que tu as été le premier à vraiment utiliser les réseaux sociaux pour faire parler de toi, pour en fait après devenir vraiment humoriste. Alors déjà, pour commencer, comment t'es venue l'idée de faire déjà des vidéos? Ça m'est venu, en fait ça m'est pas venu tout simplement, hein. C'est un coup de tête, un soir de Ligue des Champions où d'ailleurs Paris jouait contre Chelsea à l'époque et je devais aller manger chez mes beaux-parents. Je me prends la tête avec ma femme, comme ça m'arrive rarement, c'est-à-dire une fois tous les 2 jours, et je lui dis bah, c'est quoi ce soir, moi je reste à la maison tranquille, j'ai pas envie de venir avec toi, en plus je supporte pas ta mère et tout, le classique, et du coup je me fais une vidéo. En fait c'est en regardant toutes les vidéos qui circulent à l'époque, parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode les vidéos 2015, 2016, beaucoup de monde faisait des vidéos, et je voyais que beaucoup de Marseillais qui faisaient des vidéos, ne serait-ce que l'accent, j'avais l'impression que juste l'accent, sans avoir de vanne, de sketch travaillé ou quoi, juste l'accent, eh ben, ça faisait rire pas mal de personnes. Donc j'ai commencé à me dire, si les gens ils font des vidéos, et j'ai commencé par critiquer ça. Ma première vidéo, c'est une vidéo où je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les gens à se prendre pour des humoristes sur internet? Et cette vidéo-là, elle n'a pas fait le buzz, attention, mais elle a un peu tourné dans le secteur, dans le sud, et je recevais des demandes d'amis, de gens avec qui j'étais à l'école. Donc là je commençais à me dire putain ouais mais ah ouais quand même la puissance des réseaux quoi, des mecs que j'ai pas vu depuis je sais pas, c'était il y a 7 ans, j'en ai 37, j'avais 30 ans, des mecs que j'ai pas vu depuis que j'avais 20 ans, au bout d'une vidéo ils me contactent, putain Grégo t'as vu et tout, et du coup j'ai dit ah ouais mais il y a peut-être un truc à faire, peut-être que moi aussi j'ai une carte à jouer, et j'ai fait une deuxième vidéo. Encore des demandes d'amis, des gens qui ne me connaissaient pas qui venaient me parler. Putain, on a vu ta vidéo. Et j'ai dit, bon, mais je fais une page. Comment je vais l'appeler? Greg, ok, Greg, comment? Mon nom de famille, je voulais pas.
J'ai une expression que j'avais beaucoup à l'époque, c'était empêche-moi. Je faisais que dire, tu sais ça. Beaucoup me disaient, oh, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, j'ai dit, empêche-moi. C'est une expression marseillaise. Et j'ai dit, Greg, empêche-moi. Et c'est resté. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai voulu changer parce que je me suis dit, ouais, maintenant je me professionnalise. Si un jour je fais du cinéma, tu sais, tu as la folie des grandeurs quand tu commences. Et ça fait pas pro et tout. J'ai dit, les gens, qu'est-ce que je fais? Je change. Alors je voulais m'appeler Greg Steroni parce que c'était là, Sandro, Lenny par rapport à mes enfants et tout. Et les gens me disent, non, mais c'est comme ça qu'on te connaît, nous, ça sera plus toi si on change de nom. J'ai dit, ça va, je garde ça alors. Et du coup, ça reste Greg empêche-moi. Mais voilà, tout ça pour répondre à ta première question. Je n'avais pas prévu de faire des vidéos. C'était vraiment un truc qui s'est fait sur un coup de tête, une pulsion que j'ai eue, 2 fils qui se sont touchés et qui fait que 7 ans plus tard, j'en suis là à avoir un spectacle. Et ça paraît incroyable. Hein. De base, quand je fais ma première vidéo, j'imagine pas que 7 ans plus tard, je vais faire le festival d'Avignon, je vais avoir mon spectacle, les gens vont venir me voir. C'est quand même un destin. C'est le destin, c'est fou en fait. Alors, si tu commences à me faire les réponses des questions que je vais te poser juste après, je crois que je vais te laisser le micro, parce qu'effectivement, la question qui était suivante, c'était effectivement, suite à l'évolution du nombre de vues sur les vidéos, très grosse surprise, parce qu'effectivement, c'était au départ, on va dire, un délire, et tu as été quand même surpris donc, de cet engouement. Ben ouais, parce qu'à la base, après, c'est peut-être pas que moi, on est beaucoup comme ça à faire une première vidéo qui va marcher, qui va faire parler, et après du coup ça te motive et tu te dis, ah mais moi je croyais que je pouvais faire rire que mes collègues et ma famille, tu vois, je savais pas que j'étais nationalement humoristique, tu vois, mais je pensais pas que je pouvais faire rire des Lillois, des Bretons, et en fait je me rends compte que l'humour il est assez, un peu comme la musique, tu vois, la musique, tu vas jouer de la musique n'importe quel pays, hier encore j'ai regardé Rendez-vous de terrain inconnu, tu avais Oli qui a fait de la musique à Madagascar, ils étaient tous à fond, et ben l'humour c'est un peu pareil en France, où que tu le fasses, il n'y a pas un humour spécial. Alors, il n'y a que Paris, c'est spécial, voilà, c'est l'humour parisien, mais sinon de partout où tu vas dans les provinces, j'ai l'impression qu'on rigole un peu tous des mêmes choses, quoi, du quotidien, voilà. Donc c'est vrai qu'à la base, tu fais pas ça pour ça, mais quelques années plus tard, commence à me dire, putain, mais pourquoi je ne monterais pas sur scène? Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on en est là. Mais de base, c'était vraiment pas ce qui était prévu. Alors avant de parler du One Man Show, une de tes particularités des vidéos, alors c'est vrai que quand on se met en avant sur Internet, déjà gérer sa propre image, c'est quand même assez compliqué des fois. Alors c'est vrai que je te suis moi depuis un bon moment et je sais qu'il y a eu des moments assez compliqués, mais toi ta spécialité aussi, c'est que dans tes vidéos, tu inclus tes amis, ta famille, tes enfants, ta femme. Alors déjà, gérer ton image à toi, c'est quelque chose, mais c'est pas difficile aussi d'arriver à gérer l'image de tes proches comme ça, comme tes enfants et ta femme? Non, parce que tu sais, les gens, ils se sont... C'est aussi ça qui fait le côté familier que j'ai, c'est parce que les gens ont l'impression de voir leur vie, en fait. Parce que je filme mon quotidien, je filme ma femme, je filme mes enfants, quand ils font des conneries, quand on a des délires. Alors, je suis pas H24 en train de les filmer, mais c'est vrai que de temps en temps, je vais les filmer parce qu'ils vont faire une connerie qui va me faire rire. Je dis, putain, je pense que plein de gens vont se reconnaître dans ça. Le bordel qu'il y a dans la chambre, des fois quand ils font des caprices. Avec ma fille aussi à l'époque, beaucoup, quand elle faisait des caprices, elle était petite. C'est un truc, je me dis, c'est bien parce que souvent sur les réseaux tu vois pas la vie des gens et moi j'ai envie justement d'apporter ce truc de te dire mais le mec il peut être micro connu mais c'est pas pour autant qu'il va se fermer des réseaux, il continue à avoir sa vie, à filmer sa famille, à filmer sa belle-mère, à filmer sa mère et c'est un truc, et d'ailleurs souvent c'est des vidéos qui reviennent, c'est des vidéos avec mes enfants, des vidéos avec ma mère pendant le confinement qui sont aussi beaucoup revenues. Après si un jour c'est vraiment dangereux pour nous, ben peut-être que je stopperai un peu de freiner, de filmer certaines personnes. Voilà, moi j'apprends un petit peu le collège, mon fils qui va entrer cette année, je sais comme ils sont les enfants entre eux, ils peuvent être méchants, des gens qui m'aiment pas, ils peuvent aller le voir, dire oh ton père les vidéos, c'est un truc que j'apprends un peu, parce que là le primaire ça va, c'est bon enfant, hein, ses copains ils me voient, ils sont contents. Le collège, tu sais pas comment ça peut se passer. Donc j'apprends un peu ça, mais tant que c'est pas nocif à notre bien-être familial et notre équilibre, je vois pas, au contraire, on se promène dans la rue, des fois les gens ils reconnaissent ma femme, ils reconnaissent ma belle-mère qui prend des bouteilles de vin rouge à Carrefour. Non, au contraire, c'est rigolo. Et oh, tiens, tu n'es pas la mère à lui, tu n'es pas la fille à lui, mais pour le moment, en tout cas, je touche du bois, regarde, il est là. C'est que des bonnes paroles et c'est que des bonnes attentions. Il n'y a pas encore la méchanceté. La méchanceté, je la prends que pour moi pour le moment. Oui, mais de toute façon, l'image que tu véhicules est quand même très positive. Donc, à mon avis, et je vois que tes enfants d'ailleurs, ils aiment bien jouer. Ben, ils sont comme toi, hein, ils aiment bien aussi jouer devant la caméra, on va dire. Donc, je pense que pour celui qui va arriver donc au collège, c'est ça. À mon avis, il devrait bien s'en sortir. Mais la question toute con, effectivement, c'est que pour toi, la famille, le fait que tu le montres et que tu l'inclus, c'est super important. Enfin, on le sent et on le voit, quoi. Bah, la famille, c'est le socle.
c'est le socle, c'est ton pilier. Comme je dis à ma femme au début, ça nous a vraiment de prendre la tête. Et je dis, mais tu sais que si vraiment... Alors, c'est compliqué, parce que si ma femme me dit, oh, tu arrêtes de faire ça, je vais peut-être pas arrêter. Mais si genre on divorce, ben, peut-être que j'aurais plus l'envie de faire ça, tu vois. Donc, mais si elle me l'impose, elle me dit, oh, tu arrêtes ça maintenant et tout, je vais dire, oh, frère, calme-toi, je commence à peine, je vais pas m'arrêter maintenant. Mais c'est vrai que ça fait partie quand même du... C'est important, voilà, la famille qui est là, qui te suit aussi, c'est important. Hein. Je peux avoir une femme qui soit là, non, arrête de faire ça, qui soit jalouse aussi. Parce qu'il faut le gérer quand il y a une femme aussi. Il y a plein de femmes qui disent à ma femme, je sais pas comment tu fais avec les réseaux. Et c'est vrai que j'ai stoppé un peu, par exemple sur Snap. Ils me disent, on peut plus t'écrire sur Snap. Parce que je recevais trop de photos, de tétés, de cucu, et entre autres. Parce que souvent, les filles disent... Tu pourrais me donner ton Snap privé, comme ça je le gère si tu veux. Ça, mon caméraman Jean, il veut gérer aussi le Snap. On t'enverra quelques nudes, t'inquiète pas, on s'occupera de toi. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, des fois on était devant la télé, je recevais une photo Snap, j'ouvrais une nefle comme ça, oh, et la femme me disait c'est qui elle? Je sais pas, tu vois. Ah, mais je sais pas moi, tu vois. Donc du coup après j'ai coupé les snaps, ça s'est calmé, mais c'est vrai que voilà, c'est important d'avoir le soutien de ta famille, de tes proches, parce que si en plus déjà que le milieu est compliqué, le stand-up c'est compliqué, le milieu, les gens sur les réseaux, plus en plus ta famille qui est ado, non pourquoi tu fais ça, c'est pas un métier et tout, ça serait compliqué. Mais bon, voilà, moi j'ai l'approbation, la bénédiction de tout le monde, donc voilà. En tout cas j'ai tout pour faire ce que j'aime. En plus, il y a les gens qui sont là, il n'y a pas que des... Alors, il y a des mauvaises personnes aussi, mais j'ai plus de bons échos, de bons retours, de bonnes paroles que de mauvaises, donc je ne vois pas ce qui m'empêcherait de continuer. Alors avant de continuer, on est ici à côté du plan d'eau d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud. Tu viens souvent dans le département. De toute façon, hein, pour un Marseillais, il y a beaucoup de Marseillais qui viennent ici. Qu'est-ce que tu connais? Voilà, qu'est-ce que tu connais qu'est-ce que tu connais dans le coin de bien? Les tourtons. Non, je connais bien, le lac. J'ai mon cousin qui a une location de bateau sur le lac. Après voilà, je connais Orsières-Merlette, les Ors, même les petites stations comme le Réalon, où des fois on venait la journée avec les collègues, tu payes 15 € le forfait, tu skis la journée, tu es content. Et puis voilà, je connais toutes les stations, Pralou, Vars, toutes les stations du coin. C'est vrai que moi, dans mon enfance, c'était plus ça, c'était Orsières-Merlette, c'était la patinoire d'Orsières, la piscine. Je connais ça, et après, sinon, Gap, je connais le final. Parce que j'ai un ami à moi qui mixe souvent là-bas, Alexis Dante, on lui fera une bise. Et c'est son petit Ibiza à lui. Et j'avais même fait mon entraînement de vie de garçon à côté là. C'était en 2015. On avait fait dans la vallée de Lubaï, là, tu sais. On avait fait hydrospeed, où je m'étais fait le genou. On avait fait rafting, on avait fait paintball, on avait fait. Bon, c'était régalé. Et on avait été d'ailleurs au final. Mais voilà, non, c'est vrai que la région, je la connais assez bien quand même. Alors, on parle de la région, mais là, on va passer dans la deuxième partie un peu de ta carrière. C'est effectivement le One Man Show. Alors, tu remplis pas que des salles du sud de la France, mais des quatre coins de la France, même chez nos amis parisiens. On a parlé de ce succès sur Internet, mais au niveau du succès du One Man Show, belle surprise là aussi. Est-ce que tu t'y attendais? Comment ça peut voir? Tu as vu la goutte que j'ai reçue sur le front? Et pourtant, moi, j'ai un plus grand front que toi. Hein. Ouais, mais moi, je sais dire One Man Show et toi, non. Toi, tu dis One Man Show. Alors, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai un super anglais. Ah ouais, j'ai l'impression. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce qu'elle rec? Elle rec ou pas la caméra? C'est bon, elle rec. Non, ça pour te dire que oui. Alors, attention, le One Man Show, c'est pas. Tu sais pas du jour au lendemain. Hein. Tu commences par des sketchs déjà, voir comment tu es sur scène, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que le public, les retours que tu as, les impros, ça c'est un travail de longue haleine avant d'avoir vraiment un one man élaboré. Mais maintenant, on va dire que depuis 2020, depuis août 2020, je le joue. Alors je n'ai pas joué trop longtemps parce qu'à partir de novembre, pendant 6 mois, on n'a plus jouer grâce au Covid. Et j'ai repris en juin l'année passée. Et c'est vrai que je me sens de mieux en mieux, le spectacle évolue, je le peaufine de jour en jour, de spectacle en spectacle. Et là, j'arrive à un stade où je trouve qu'il est pas mal et j'arrive à faire rire tous les endroits où je vais, où il y a parce qu'il y a des endroits, des fois c'est compliqué. La fois à Rennes, il y avait 20 personnes, du coup bon, on avait annulé. Lille 50, 3, 60. Mais tu vois, quand tu es Marseillais, que des gens te connaissent, c'est bien. Tu fais 70 à Saint-Etienne, à Grenoble, tu fais un complet, tu joues à Metz, il y a du monde, Bordeaux, La Rochelle. Donc c'est bien petit à petit. Alors forcément, j'ai pas le succès dans le nord que j'ai dans le sud. Le sud, je fais des. Allez, on va dire, j'arrive à remplir des 300 places. Dans le nord, je galère à remplir des 100 places. Mais voilà, il y a des. Tout le sud, pour moi, j'ai l'impression que c'est bon. Le Bordeaux, j'ai fait 240 personnes à Bordeaux, Toulouse pareil, Nice je fais des 150-200 personnes. Donc le sud, ça y est, Perpignan pareil. Tout le sud, j'ai l'impression qu'ils m'ont adopté et que j'ai une bonne image dans le sud. Maintenant il faut que j'aille au combat, au charbon, dans le nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est, là où ça va être plus compliqué. Mais même quand je joue devant 50-60 personnes à Lille, mettons,
Franchement, même qu'il y a des Belges et tout qui viennent me voir, eh ben, franchement, ça se passe bien. Donc j'ai bon espoir. Parce que souvent, on dit, ouais, mais toi, ton humour, c'est marseillais. Il n'y a pas d'humour marseillais. L'humour, c'est national, international. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'accent, je ne pourrais pas faire rire ailleurs qu'à Marseille. Et c'est bien parce que j'arrive à le démontrer à chaque fois que je vais dans des salles. Alors, on a pu voir, hein, en plus tu fais donc des tournées un peu de partout en France, mais alors entre jongler, entre tes vidéos, les spectacles, la radio, le sport, aussi beaucoup les amis, le poker aussi, je sais que tu aimes bien le poker, la vie de famille, c'est pas trop énergivore, c'est pas trop compliqué de gérer tout ça, les journées sont pas assez longues, non? Bah écoute, je vais divorcer là, mais sinon ça va, hein. Je me bats pour avoir une égale alternée. Non, oui, bien sûr, c'est compliqué, il y a des jours... Autant il y a des jours où je fais rien de la journée, et c'est très bien aussi, mais le problème c'est que tu culpabilises et tu prends du retard sur tout ce que tu as à faire. Et là en ce moment, il y a le Festival d'Avignon qui arrive dans 2 semaines, j'aimerais que la maison soit clean extérieure, le jacuzzi, la piscine, le synthétique, plus les enfants, plus j'ai ouvert une société aussi par rapport à ma activité que j'ai. Il y a 1 million, plus les t-shirts, j'ai relancé une nouvelle gamme de t-shirts avec de nouveaux modèles, du coup il faut faire l'avance, il y a 1 million de trucs à faire. Et c'est vrai qu'avec les 3 enfants, si en plus, toi à ton côté tu veux faire du sport, ta femme veut faire du sport, tu veux faire du resto avec les collègues, alors oui, on a une vie à 2000, mais j'ai envie de te dire aussi, on ne vit qu'une fois, quoi. Donc je me reconnais dans cette vie. Alors c'est vrai que des fois j'aimerais pendant une semaine tranquille me poser et tout, mais c'est comme ça. Et je me dis que tant qu'on peut le faire, et puis il faut battre le faire quand il est chaud aussi, hein. Tes enfants, tu vas pas attendre qu'ils aient 14 ans, qu'ils peuvent plus te voir pour les amener en vacances. Toi, tu vas pas attendre de plus être connu pour faire des spectacles, tu vas pas attendre d'avoir 50 ans pour faire du sport intensif. Donc il y a tout qui tombe maintenant, on est dans une tranche de vie là. Je pense au début je croyais que pour moi c'était vieux quand tu arrives à 40 ans. En fait non, j'ai l'impression qu'entre 30 et 50 c'est là où tu as le plus à faire. Alors, comme tu en as parlé, bon, c'est une question qui était juste après, mais c'est pas grave, on va en parler. Tu parlais des t-shirts, des vêtements. C'est vrai que tu as ouvert une boutique en ligne, donc on retrouve en plus des t-shirts, on retrouve vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retrouve? On fait un peu la pub là aussi. Ouais, j'ai diversifié, www.gragampachement.com. J'ai diversifié un peu, j'ai fait les casquettes. Après, c'est les gens qui demandent aussi souvent, ils me disent, il n'y a pas de casquettes et tout. Donc j'ai fait des casquettes, j'ai fait des tabliers, voilà, pour ceux qui font les barbecues, les pizzas, empêche-moi de faire la braise, envoie les gaz, tu vois mes phrases. J'ai fait des tasses avec le F écoulé, ah ça c'est des trucs que je fais, mais c'est des trucs qui datent des pompiers, ça. À l'époque, avec les pompiers, on était au poste café, on fait couler, ah et du coup, c'est resté, et j'en ai fait des mugs aujourd'hui. Donc voilà, tu as un peu tout. Alors après, je suis pas non plus dans l'abus. On m'a démarché, ouais, les porte-clés, les autocollants pour la voiture, les coques de téléphone, les gars, ça va, je suis pas non plus, m'ont pris pour Zara, les mecs. Dans un minimum, et là, c'est vrai, c'est rigolo. En plus, j'ai fait une nouvelle gamme qui est sympa. J'en ai pris un peu ce soir d'ailleurs, empêche-moi d'être Marseillais et tout, avec l'étoile et tout. Non, mais ça, pareil, il faut le réfléchir, il faut travailler le design, les couleurs, il faut voir avec le mec, il te répond pas, les t-shirts, on les aura. C'est un bordel quand tu gères tout seul, franchement. Ah, tu le fais tout seul? Ça devrait changer dans pas longtemps, là. Ça devrait basculer au Festival d'Avignon. C'est vraiment en cours. Mais jusqu'à présent, oui, j'ai tout fait tout seul. Prendre ton billet de train, réserver ton hôtel, réserver ton avion. Voilà, faire avancer les frais. Est-ce que ça va rentrer, est-ce que ça va pas rentrer? Oui, là c'est. Mais j'ai relativement, je trouve, bien mené ma barque. Grâce aux gens aussi, hein, parce que si j'ai pas tous ces gens, je ne suis pas là. Et là, c'est en train de prendre une belle ampleur, une belle tournure. J'attends beaucoup du Festival d'Avignon. Voilà, moi je vais me donner corps et âme dans ce festival. Je m'étais dit que le jour où je le ferais, c'était pour, entre guillemets, l'enculer. Voilà, c'est comme on parle à Marseille, je vais les enculer. Voilà, c'est vraiment, j'ai l'objectif de faire du bruit et de me donner à fond vraiment dans ça. Et puis après, on verra, advienne ce que pourra. Mais en tout cas, je sais que déjà, au peu où j'en suis aujourd'hui, quand tu me revois il y a 3-4 ans en arrière, tu te projettes pas aussi loin, quoi. Tu te dis, putain, mais quand même, aujourd'hui, des fois, tu sais, tu prends pas le temps de te poser. Ouais. Des fois, je prends pas le temps de... Attends que je te pose la question pour lancer ce sujet. Ah, mais il est en train de me doubler toutes les questions. Je crois que je vais... Ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. Attends, ouais, alors, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est là, non? Alors, juste, tu parlais, hein, tu vas aller, tu penses beaucoup à Avignon pour vraiment exploser, comme on dit, tout exploser. Mais dans ce que tu dis, est-ce qu'il y a des sujets que tu évites de parler par peur de critiques, ouais, dans tes spectacles ou en général, en règle générale? Y a des choses qu'il faut éviter. J'en ai fait les frais il y a quelques années selon certaines vidéos. Tu peux vite te mettre déjà à dos pour rien et te coller une étiquette qui est très longue à se décoller. Même dans les pompiers de toute façon à l'époque. Je sais, dans le monde du travail c'est pareil. Et là c'est ton travail à toi. Donc c'est le monde du travail aussi. Hein. Quand tu te colles une étiquette dans le monde du travail pour se la décoller, ça demande des années. Tu te crées une étiquette en 5 minutes, tu mets 4-5 ans à te la décoller. Et encore il y a toujours des gens qui disent ouais mais une fois il y a 5 ans il avait dit ça. Donc voilà, on connaît. C'est comme des vieux tweets qui apparaissent. Hein. La fille a fait de la télé. Ouais mais il y a 7 ans elle avait dit que... frère, c'est... Et le problème c'est dans ce milieu, dans les réseaux, c'est ça. Donc il faut faire attention. Moi j'essaye de... Malheureusement sur scène, j'arrive pas.
Des fois, c'est pour ça qu'il y a marqué sur scène et sans filtre. Mais sur scène, les gens ils viennent te voir pour toi déjà, donc ils savent ce que tu fais. Sur Internet, les gens ils peuvent tomber par hasard. Ça dépend, si tu fais une comédie club, les gens ils viennent pas que pour toi. Donc sur les comédie club, il faut être un peu plus doux. Sur les comédie club, je peux pas faire les impros que je fais à mon spectacle. À mon spectacle, je fais des impros. C'est pas trash non plus. Tu verras le jour où tu viendras. On m'a souvent dit, alors je sais plus c'est quoi l'ordre, mais on m'a dit tu es grossier mais pas vulgaire. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. C'est ce que tu dis, c'est grossier, mais c'est pas vulgaire. C'est pas oh ce qu'il a dit. C'est oh il est fou. Voilà, c'est plus comme ça. Voilà, donc métier funambule. Quand tu fais ce métier, tu sais pas si ça va. Il y a un jour peut-être ça va être. Ils vont dire ouais mais peut-être que dans 3-4 ans ils diront ouais mais putain il est trop grossier. Alors qu'au début c'est ce qui faisait ma force. Donc ça peut aller tellement vite dans ce métier. Donc actuellement. Ce que je fais, ça plaît. Je joue, j'ai des bons retours. Tu vois, sur Billet Réduc, j'ai quasiment que des bons commentaires et des vrais commentaires. Pas super spectacle, passé une bonne soirée. Non, c'est des vrais commentaires. Je ne le connaissais pas. J'ai pleuré de rire. Je les vois, les gens, ils s'essuient les yeux pendant le spectacle. Non, c'est. Putain, quand les gens qui pleurent au spectacle, c'est. Tu as envie de t'arrêter 2 secondes et de regarder comme ça. Et tu dis, putain, c'est ouf. C'est ouf. Et surtout que des fois, 2 secondes avant, tu es dans ta loge, tu es en dépression, tu es à Caen. Tu es comme ça, tu as envie de mourir dans ta chambre d'hôtel qui n'est pas une chambre, tu es dans la loge en fait améliorée du théâtre où tu vas dormir, tu as froid, te pèle le cul, tu n'as pas le chauffage. Et quart d'heure après, tu joues devant des salles, les gens ils rigolent, ça te porte, tu crois que tu vas jouer qu'1 heure et quart parce que tu es fatigué, tu te retrouves à faire 2 heures de scène. Non, franchement, c'est vraiment un métier. En fait, la scène, c'est la récréation du métier. C'est pas ça qui est dur. Enfin oui, bien sûr que c'est dur, la scène, ça se travaille et tout, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est dur. À tout que ça se goupille bien. Normalement, quand tu es sur scène, c'est là où tu prends du plaisir et c'est là où vraiment tu te dis c'est pas un métier. C'est là où tu te dis vraiment c'est du bonheur, c'est que du kiff. Parce qu'après, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il faut que tu fasses et toutes les galères aussi qu'il faut que tu rencontres avant d'en être là. Et encore, moi j'en suis là. Quand j'en suis là, on dirait que j'ai fait l'Olympia. Mais rien que d'arriver à jouer devant des salles de 300 personnes et de les remplir, c'est énorme déjà. Surtout en débutant vraiment ce côté de la carrière, en plein Covid aussi. Je veux dire, c'est pas évident. T'as été mauvais là, hein? T'as géré. Hein. Mentaliste. Alors juste, il y a une question que je me pose aussi, c'est quelles sont tes inspirations dans l'humour? Qui c'est qui te donne des idées? Je parle de personnes connues ou des personnages. Qui c'est qui t'inspire? Franchement, je ne peux pas dire que j'ai des inspirations vraiment, parce qu'en plus pour moi, qui dit inspiration, tu te calques sur lui, du coup tu n'as pas de personnalité, du coup tu refais un mec. Non, moi je sais que quand j'étais minot, ce que je regardais le plus, en cassette à l'époque, parce que je fais quand même partie de cette génération, c'était les Inconnus, c'était les cassettes des Inconnus, les cassettes de Patrick Bosso, les cassettes d'Eli Kaku. Et vraiment, ouais. Et après, bien sûr, Gad Elmaleh, quand il est arrivé, c'était Gad Elmaleh, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment les cassettes que je regardais, c'était ça. C'était ce qui tournait en boucle dans mon magnétoscope. Et après, à l'époque aussi, il y a eu aussi beaucoup H, la série H avec Eric Ramsey et tout, voilà. Ça, c'était la nouvelle génération que j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, après, de manière générale, je ne peux pas dire que je m'inspire de certaines personnes, au contraire. Et après, même limite, maintenant, comment on dit, je me mets des barrières, entre guillemets, je me bride sur certains spectacles parce qu'après, j'ai pas envie que ça me donne des idées et qu'après moi je les retransmette hautement les idées. J'ai vraiment envie d'avoir le côté authentique et que c'est non mais ça on l'a vu nulle part ailleurs. Ce sketch là, ben non on l'a vu nulle part ailleurs. Cette impro là, il n'y a que Greg qui l'a fait. J'aimerais essayer de garder ça au maximum. Mais le problème c'est qu'après quand tu es dans ce métier et que tu fais pas une comédie club et tout, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de blagues qui tournent, les mecs qui se les échangent. Alors ouais c'est moi le premier, c'est pas toi le premier. Mais franchement ça c'est un peu un pot de pu du métier parce que en 2022 tout le monde va faire humoriste, c'est la nouvelle mode. Tu vois, à une époque c'était footballeur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est humoriste. Donc, d'arriver à sortir son épingle du jeu avec des sketchs, de l'écriture, un personnage, c'est compliqué. Donc, moi, mon personnage, je trouve que c'est pas compliqué, c'est moi en fait. Ouais, c'est l'avantage. Au début, je réfléchissais. Je dis, attends, alors, qu'est-ce que je pourrais faire sur scène? Le mec énervé, non, le mec marseillais, le mec un peu con, le mec laxiste. Après, je vais faire moi en fait. Le mec hyperactif, comme ça. Et c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qu'ils aiment les gens, le côté authentique. Donc, déjà, ça, quand tu as trouvé ton personnage sur scène, déjà ça, tu as fait le 3/4 du travail. Et après, c'est l'écriture, c'est du travail, c'est des textes, des auteurs, des co-auteurs. Pour le moment, je suis à un stade où le seul auteur, c'est moi. Eh ben dis donc. Ouh. Ça va toi sinon? Ça Tu veux boire un peu? Alors non, mais tu commençais à en parler tout à l'heure. Comment tu vois, on va dire, c'est comme un Pokémon. De toute façon, il est presque en couleur de Pikachu. Comment tu vois ton évolution? Parce que c'est vrai qu'on est passé. Alors c'est vrai que tu en parlais, mais j'ai pas voulu trop en parler parce que c'est souvent dans des interviews, on sait que tu as été marin-pompier, que tu as été pompier volontaire, etc. Après, donc tu as fait des vidéos sur Internet. Maintenant, tu fais des spectacles d'hommes seuls sur scène, voilà, à la French. Et qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir? J'ai une blague qui me revient des sketchs. Un enfant, je crois. C'était des sketchs. Qu'est-ce que j'imagine pour l'avenir? Quand tu fais ce métier, je pense. Peu importe le métier que tu fais, il faut viser le plus haut possible. Comme disait Amel Bent, viser la lune,
ça ne me fait pas peur. Ça pour te dire que pour moi, l'évolution, c'est quoi? C'est des grandes salles, c'est ne serait-ce que de faire le Silo à Marseille. Ça serait énorme. Déjà, l'espace Julien, 600 personnes, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a porté. Donc, un petit espace Julien, 600 personnes, déjà, tu remplis ça, tu fais parler de toi, ça fait plaisir. Après, l'étape dessus, bien sûr, c'est le Silo à Marseille. Alors après, bien sûr, oui, l'Olympia, c'est entre guillemets le fantasme de n'importe quel humoriste de se dire j'ai fait l'Olympia, pour dire je l'ai fait. Et après, même honnêtement, du cinéma, ça me plairait de ouf de faire un film. J'ai déjà fait des web-séries ou tout, je me suis régalé. Faire du cinéma, c'est le Graal, même de la télé. Même de la télé, tu te fais des émissions des fois comme il faut à la com, maintenant tu t'es permis et tout. Il y a moyen de bien rigoler. Fais-moi danser, mets-moi des musiques, fais-moi danser, je vais te montrer. Donc c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Mais après, voilà. Danse avec les stars, non? Ça existe encore ou pas, Danse avec les stars? Oui, alors ça existe encore. Après, je sais pas s'il n'y aurait pas un gros débat avec ma femme. Parce qu'il y a des danses quand même collées serrées. Et elle est jalouse serrée. Donc, non, ne lui demande pas, ça va niquer l'ambiance. Mais. Elle a rien entendu, elle a rien entendu. Ça va niquer la soirée. Mais non, oui, bien sûr, Danse avec les stars, mais c'est une exposition. C'est des ronds aussi, bien sûr. Mais moi, j'ai pas commencé ce métier en. Ça, je me dis que l'argent, il y en a, c'est que l'argent. Moi, je me dis que si, déjà, je me régale dans ce que je fais, normalement, dans la suite logique, le succès, l'argent. Je me dis que normalement, ça viendra après. C'est pas ce qui me motive en premier. C'est pas l'argent. Moi, c'est la longévité qui m'intéresse. Parce que je pourrais faire de l'argent, je pourrais aller jouer. Il y a plein de restos qui me démarchent. Tu vas prendre des billets là, mais après, tu perds un peu de la crédibilité. Tu vas dans tous les restos du coin et tu fais des salles de spectacle. Ils vont dire, mais attends, mais je l'ai vu la semaine dernière, il était à la chicha du 15e. Tu vois? Donc, j'essaie de garder de la crédibilité et je me dis qu'après, moi je veux durer, je veux pas être là un quart d'heure, 2 ans, 3 ans, ouais putain c'est rigolo lui, il est où maintenant? Il refait des gardes, non, moi j'ai envie d'être là sur le long terme, donc j'essaye, l'avantage c'est que je monte doucement, tu vois, et j'estime que plus tu montes doucement, mieux c'est. Les mecs qui montent trop vite, ils redescendent aussi vite qu'ils sont montés, donc moi j'essaye de monter doucement, pour le moment je trouve que mon parcours il est pas trop dégueulasse, là je vais m'entourer, parce que j'arrive à un stade où il faut t'entourer après, hein. Tu vas pas t'habiter ton couteau, aller dans la capitale, ouais je vais conquérir Paris, non, tu n'es pas Znavour non plus, donc c'est pour ça doucement, je pense que cette année, ça peut être déjà, le Festival d'Avignon, ça t'apporte une visibilité nationale. Tu vois, c'est des gens de partout, international même, il y a la Belgique, le Canada, les Suisses, tu sais, les gens du Montreux et tout. Tout le monde te voit. Et si tu fais parler de toi à Avignon, je vais me dire, oh, c'est qui cet humoriste marseillais? Viens voir. Et la curiosité fait que. Et tu joues 20 jours d'affilée. C'est du 7 au 31. Donc moi je joue pas tous les lundis, c'est ma relâche. Mais tu joues tous les jours. Et puis tu es sur place, tu fais des comédie clubs, tu rencontres des gens. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être un beau tremplin pour moi, le Festival d'Avignon. Surtout c'est chez moi, c'est dans le sud. Donc venez à plein. S'il y a une action du sud, venez à plein. Vous avez compris que Avignon, c'est, on va dire, l'événement et c'est très important pour Greg. Greg, tu disais doucement mais sûrement, on se rapproche de la fin de cette petite interview. Je ne pensais pas que tu parlais autant, dis donc, je suis surpris, voilà. Alors je finis souvent comme ça. En 2-3 mots, est-ce que tu peux me donner 2-3 mots qui correspondent à ta carrière d'humoriste ou on dit youtubeur? Ouais, alors attends, parce que youtubeur... Des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très large, parce que tu es sur Facebook, tu es sur Insta. Quand tu me dis youtubeur, pour moi c'est le youtubeur le pro. Norman, Squeezie, le mec c'est cadré, il y a des montages et tout. Moi il n'y a pas de montage, c'est play avec mon téléphone, je fais stop, ça dure 7 minutes, 5 minutes, 10 minutes, des fois c'est le lundi, des fois c'est le vendredi, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de ça. Alors moi donc moi c'est alors en 3 mots, qu'est-ce que je pourrais te dire quoi je sais pas moi. Des mots qui te viennent comme ça par rapport à tout ce que j'ai fait depuis le début. Parce que c'est un métier maintenant, hein, c'est devenu un métier. Allez, les 3 mots qui te viennent en tête sur ce que tu vis en ce moment, depuis 3 ans par exemple. Elle est dure celle-là. Inespéré, pas inespéré, mais tu sais, un truc que tu t'y attends pas, quoi. Ouais, incroyable. On va faire tous les synonymes du coup. On dirait que j'ai un motus. En deux mots. Non, pas. Je sais pas, j'ai envie de te dire le destin, voilà, parce que pour moi c'est le destin. C'était mon destin en fait et je me suis mis dans ma bonne voie. Là je me sens bien, là je suis dans ma voie. Donc pour moi c'est une histoire de destin, une histoire d'envie de donner. Et je parle pas que de ma femme, hein, parce que j'ai 3 enfants quand même, donc j'ai donné quand même, hein, mais l'envie de donner du plaisir aux gens. Et ma femme, c'est bon, si elle est là depuis 17 ans, c'est qu'elle doit en prendre un peu. Donc pour moi c'est une histoire de destin. C'est l'envie de donner du plaisir aux gens et l'envie de prendre du plaisir aussi dans ce que je fais. Vraiment me lever le matin et me dire putain, je suis humoriste. Rien que le fait de dire, rien que cette phrase elle est ouf. Cette phrase elle est folle. Je suis humoriste. Rien que cette phrase là. Donc tu peux passer
entre guillemets, du rêve à la réalité si vraiment tu as envie et tu donnes les moyens. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est une des phrases que je dis souvent aussi. Quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. En travaillant. Oui, ou alors tu vas travailler et tu payes. Alors ça justement on avait prévu parce que je repars en Alaska, mais à mon retour d'Alaska on va peut-être se faire un week-end. On t'invite, on passe par du côté de Marseille et on te dit allez viens Greg. On ira prendre du Ricard et des cacahuètes pas chères. En tout cas merci de nous avoir reçus ici au plan d'eau d'Embrun. Ouais. C'était un vrai plaisir. Moi je suis vraiment très heureux de t'avoir rencontré, de t'avoir interviewé. Et écoute, bonne chance et bonne continuation pour la suite. Et rendez-vous donc vraiment important. En terre inconnue à Avignon, parce que ce sera aussi en terre inconnue à Avignon. Merci beaucoup à Greg. À toi Greg, pardon. Merci à toi, à bientôt les collègues. Voilà, il y a Diego Maradona en face de moi et One Man Show, du coup One Man Show. Un one man show. Ça va, One Man Merci Show à tous, ciao ciao.